Salon Culture, Culture Action Europe podcast. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de Culture Action Europe, consacrée aux élections européennes. Ces élections auront lieu entre le 23 et le 26 mai, et à cette occasion, Culture Action Europe est présente au Parlement européen pour discuter de quelques sujets clés relatifs à la culture avec des représentants et représentantes des groupements de partis politiques européens. Nous souhaitons découvrir les positions de ces eurodéputés sur des questions aussi fondamentales que la liberté d'expression artistique, la mobilité des travailleurs culturels et la place de la culture dans notre société à l'ère du numérique. Dans cet épisode, je suis ravie d'accueillir Madame Gloanec-Morin du groupe des socialistes et démocrates. Madame Gloanec-Morin, je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce podcast. Bonjour et merci de cette invitation. Alors, pour commencer, il nous semble que les idées de valeurs européennes communes et d'unité européenne, depuis longtemps considérées comme acquises, sont de plus en plus contestées. Quel rôle la culture peut-elle jouer, selon vous, pour améliorer la compréhension positive de l'Europe ? C'est un rôle essentiel et c'est pour cette raison que j'y suis extrêmement sensible, même si dans ce mandat je n'appartiens pas à la commission culture en direct, mais à des commissions importantes, agriculture, budget. Oui. Mais c'est pour moi cette dimension culturelle au niveau européen, elle est essentielle parce que c'est elle qui peut constituer un récit européen qui permette à tous les citoyens européens de sentir le socle commun que nous avons tous ensemble, le récit que nous avons construit depuis des millénaires, pas seulement depuis la création de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est très très important et on doit préserver vraiment la construction de cette union. Mais au-delà de l'Union, il y a bien sûr la nécessité de donner à chacun d'entre nous le regard, la possibilité de s'autoriser à penser que nous sommes tous, nous avons un patrimoine commun sur ce continent européen. Et c'est ça que la culture construit, à travers des propositions artistiques, évidemment, et c'est pour cette raison qu'il faut soutenir la création artistique, mais aussi à travers les lieux de cohésion et la politique de cohésion accompagne aussi cette dimension culturelle. Moi, je pense aussi qu'il faut accompagner toujours, comme ça a été fait depuis de longues années, des dispositifs essentiels comme Erasmus, bien sûr. Ça constitue aussi une culture européenne. Il y a aussi des dispositifs qu'on peut, et que malheureusement, d'ailleurs, l'Union européenne n'accompagne pas suffisamment, mais qui sont essentiels pour créer cette dimension culturelle. Ce sont les jumelages, par exemple, ou bien sûr les capitales européennes de la culture, ça qui sont bien accompagnées et qui constituent notre socle commun. Donc c'est pour cette raison que la culture, elle est dans les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Elle n'est pas souvent évoquée parce que bien souvent on préfère évoquer les questions économiques au niveau européen, mais malheureusement je trouve que c'est un tort parce que nous devons absolument aussi rendre à cette union, à ce continent, une dimension charnelle et il faut que les 500 millions de citoyens européens sentent que nous avons une culture commune. Oui, et dans cette culture commune, il y a bien sûr beaucoup de diversité aussi. Donc on observe aussi à cet égard des réactions hostiles à la diversité culturelle. Comment l'Union européenne peut-elle soutenir activement la diversité culturelle dans un contexte à la fois en ligne et hors ligne ? En fait, vous le savez, depuis de longues années, et notamment à partir de 2005, la diversité culturelle a été prise en compte de manière très importante au niveau européen. Vous avez raison de dire que c'est une dimension qui est parfois attaquée, parce que la diversité, c'est aussi accepter l'autre, accepter la différence. Et quand je disais tout à l'heure que nous avons une culture commune, oui, mais nous avons une culture commune dans une diversité qui est très importante et que, bien sûr, qui porte d'ailleurs notre projet, Unis dans la diversité, c'est parce que nous avons cette
ce sentiment très fort que nous sommes différents mais unis. Et donc la diversité culturelle, elle est bien sûr accompagnée par des textes toutes les conventions que nous avons signées à l'UNESCO, mais aussi portées par l'Union européenne depuis 2005. Mais il y a d'autres conventions, comme la convention Faro, qui accompagne aussi notre patrimoine culturel. Et ça, c'est extrêmement important. Ou alors la déclaration de Fribourg, qui accompagne les droits culturels. Cette dimension de droit culturel au niveau européen, elle est aussi très importante et elle soutient vraiment la notion de diversité culturelle parce qu'elle elle donne une responsabilité aussi à chacun des citoyens pour porter la culture. Et je pense que c'est extrêmement important de nous référer à ces textes aussi pour accompagner la dimension culturelle au niveau européen. Très bien. Et de la même manière, on constate, toujours dans un contexte tant en ligne que hors ligne, de nouveaux défis à la liberté d'expression artistique. Soutenez-vous un règlement européen pour garantir la liberté d'expression artistique ? Alors bien sûr que je soutiens, ce serait vraiment formidable qu'un règlement puisse être voté pour qu'il y ait une défense et en tout cas une garantie de la liberté d'expression. Nous l'avons fait dans mon pays, en France, avec la loi LCAP, la loi pour la création, l'architecture et le patrimoine, et dans un des 2 premiers articles, la liberté de création et d'expression, elle est vraiment indiquée. C'est très important, vous le savez, aujourd'hui, au niveau européen, parce qu'on le voit bien, il y a des États membres qui tournent le dos à des valeurs fondamentales, et notamment les valeurs de liberté d'expression. Et donc ce serait vraiment une avancée, en fait, pour que nous puissions défendre de manière plus formelle la liberté d'expression artistique. Et un autre problème pour les travailleurs culturels aujourd'hui est leurs conditions de travail, souvent peu adéquates. Cette situation est exacerbée par l'ubérisation du travail qu'on trouve de plus en plus aussi dans la société en général. Quel peut être le rôle de l'Union européenne dans la facilitation de meilleures conditions du travail pour les artistes et les travailleurs culturels ? Alors vous le savez, nous avons voté très récemment, le 12 septembre dernier, une réforme des droits d'auteur, donc pour les écrivains, mais aussi pour tous les artistes et pour les journalistes. Je le précise parce que c'est ce qui a permis, en deuxième lecture, de voir ce vote trouver une issue favorable en plénière. Ce texte, il est parti maintenant en trilogue, vous savez, dans le débat entre la Commission, le Conseil et le Parlement qui l'a voté. J'espère qu'il améliorera encore les conditions de rémunération des travailleurs et des artistes, parce qu'il interroge notamment les GAFA, les grands groupes du numérique, sur la manière dont ils utilisent les contenus sur Internet et bien souvent la manière dont ils ne rémunèrent pas les artistes. Et donc c'est une obligation et une injonction qui est donnée aux GAFA. Et ça, c'est important. Mais au-delà de cela, il y a aussi... donc ça, c'est un texte très important et j'espère qu'il va revenir de manière favorable sous la forme d'une directive et d'une bonne réforme pour les droits. Mais il y a aussi, bien sûr, un accompagnement à avoir avec les territoires. Vous savez que depuis quelques années, les dotations des collectivités locales sont moins importantes et que bien souvent, les subventions qui sont liées aux projets artistiques et culturels, elles sont moins importantes. Et donc, il faut aussi que l'Union européenne, elle trouve, à travers bien sûr les programmes qui existent, mais elle trouve aussi le moyen d'accompagner sur les territoires des artistes dans leur création. Donc l'Union européenne, elle a un rôle d'incitation à donner sur les territoires à travers des programmes qui existent déjà, mais il faut intégrer. D'ailleurs, vous savez, dans le programme qui arrive, moi je suis à la commission budget, nous travaillons donc sur la nouvelle programmation 2021-2027,
Et dans le programme qui va remplacer le plan Juncker d'investissement, qui s'appelle InvestEU, il y a la possibilité d'investir aussi dans le secteur culturel. Par exemple, ça c'est très important pour accompagner l'action culturelle sur notre territoire de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Et pour les artistes et les travailleurs culturels, la carrière exige souvent de voyager aussi. Cela peut contribuer à améliorer l'accès à la culture et à promouvoir la diversité culturelle. Mais il reste toujours beaucoup de barrières sur ce plan. En particulier pour ceux qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Pensez-vous que l'Union européenne devrait prendre une initiative pour faciliter l'émission de visa Schengen pour les artistes et les travailleurs culturels? C'est nécessaire vraiment d'agir sur cette dimension parce que, vous le savez, dans les manifestations culturelles, bien sûr, on accueille les artistes européens, mais on accueille aussi des artistes qui viennent des 5 continents. Et bien souvent, d'ailleurs, de continents qui ne sont pas forcément, qui ne donnent pas facilement la liberté de circulation, et notamment, je pense au continent africain. Dans ma circonscription, à Limoges, vous savez, moi je suis dans une circonscription au centre de la France, enfin, je suis élue sur ce territoire. Il y a un festival qui s'appelle les Francophonies, pardon, et qui donc présente la création artistique, et notamment théâtrale, mais cinématographique aussi, du continent, de tout l'espace francophone. Et donc ce festival, il accueille régulièrement, bien sûr, des artistes venus d'Afrique, et je constate que c'est de plus en plus difficile d'obtenir les visas pour ces artistes. Donc cette dimension vraiment de circulation des artistes, il faut qu'elle soit accompagnée parce que c'est toujours difficile malheureusement pour les populations africaines de sortir de leur pays, mais ça l'est encore plus quand on est un artiste parce qu'on a toujours le soupçon de vouloir rester hors de son pays. Et donc, bien sûr, il faut qu'on renforce cette dimension. Moi, je pense que c'est essentiel aussi pour que la création artistique puisse être plus simple à faire circuler. Oui. Et dans ce contexte d'essor des technologies numériques et d'accélération de la mondialisation, les compétences liées à la sphère des relations interpersonnelles gagnent en importance. Donc, dans le contexte de ces nouveaux défis mondiaux, quelle est votre position sur la consolidation d'une stratégie intersectorielle commune pour l'éducation et la culture au niveau européen? Alors ça, je suis particulièrement sensible sur cette dimension parce que j'ai rédigé, bien sûr, pour la campagne qui arrive, pour mon parti politique, ma formation politique, une note qui, à la fois, milite pour un meilleur accès à la culture, mais aussi pour les jeunes et pour la cohésion sociale. Parce que par l'éducation, c'est vrai, on peut aussi mieux appréhender la dimension européenne, parce que je pense que l'éducation artistique, elle ouvre aussi un champ qui est extrêmement fort et qu'on peut, par le biais d'une meilleure connaissance artistique, mieux appréhender quelle est l'histoire européenne, comment un mouvement important de la Révolution qui est né sur les rives à la fois de la Loire et puis bien sûr aussi du fleuve Arno, comment tout ça peut se comprendre, mieux s'appréhender. Et donc toujours inscrire à la fois l'éducation à la culture, à la promotion d'une politique culturelle, c'est extrêmement important. J'ai toujours, dans tout mon parcours, beaucoup soutenu l'éducation artistique et culturelle. Je crois qu'au niveau européen, c'est important. Et d'ailleurs, quand je parle du programme Erasmus, j'indique que ce programme, il est formidable et on voit que c'est une grande réussite. Il est devenu Erasmus+, pour une ouverture plus large que uniquement les étudiants, mais bien sûr les apprentis, des personnes qui ont décroché, qui sont déjà hors du champ scolaire. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et puis d'autres, d'ailleurs,
d'autres programmes qui ont fusionné avec ce programme. Donc c'est important et je pense et je défends l'idée que lorsqu'un jeune accède à une bourse Erasmus pour voyager sur le continent européen, il devrait avoir l'obligation de faire un module de formation ou alors en tout cas à travers le don d'un manuel qui raconte l'histoire européenne, peut-être d'Homère à aujourd'hui, pour qu'on comprenne ce que c'est que l'histoire européenne. Vous savez, il y a une grande européenne, Catherine Lalumière, qui, quand elle décrit l'Europe, elle dit l'Europe, cette petite pointe d'Asie qui vient se jeter dans les mers occidentales. Tout d'un coup, c'est autre chose que uniquement les institutions qui sont très précieuses. Il y a une géographie, des populations, une histoire commune qui se dégage et je pense que à travers ces programmes d'éducation en fait que sont Erasmus ou Comenius ou d'autres programmes, nous devons aussi y ajouter une dimension d'appréhension de l'histoire de notre continent parce que c'est comme ça qu'on va devenir plus européen, c'est comme ça qu'on va devenir non seulement ouvert aussi aux autres parce que l'éducation artistique, ça permet aussi, et la diversité, et l'acceptation de la diversité, ça permet vraiment de s'ouvrir aux autres. Et c'est par là aussi qu'on peut faire en sorte que nous soyons mieux européens. Et en considérant le grand nombre d'initiatives qui pourraient être entreprises au niveau européen dans le domaine de la culture, quelle est votre position sur le doublement de budget pour la culture dans l'Union européenne? Alors, ça, à la fois, comme je suis dans la commission budget, vous savez, je suis quand même quelqu'un de responsable et je vois qu'il y a déjà une augmentation très importante du budget, hein, puisque dans la prochaine programmation, on va passer de 1,46 milliard à 1,85 milliard. Donc, c'est une belle augmentation et il faut la souligner et ne pas regarder uniquement le verre à moitié plein. Moi, je trouve que c'est déjà une belle augmentation. Mais ça ne suffit pas parce que, bien sûr, c'est infime. Déjà, vous savez, le budget global européen, c'est un petit % du PIB de l'Union européenne. Donc, c'est ridicule. Pour donner une image, ça représente un café par jour et par citoyen. Voilà ce qu'on apporte, ce que chaque citoyen donne à l'Union européenne pour des politiques diverses qu'on doit remplir. Donc, il faut apprécier donc cette évolution du programme Europe Créative dans la prochaine programmation. Mais le doublement du budget de la culture sur l'Union européenne, ça permettrait symboliquement de dire la culture, c'est aussi un domaine qui construit notre union. Super. Madame Gouannec-Marin, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce podcast. Je vous remercie aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour participer à la campagne de Culture Action Europe consacrée aux élections européennes et pour vous engager pour l'avenir que nous souhaitons pour la culture et l'Europe, il vous suffit de cliquer sur le lien dans le texte de présentation de ce podcast. Vous pouvez nous rejoindre aussi pour discuter ces enjeux et bien plus encore dans le dialogue en direct et en ligne organisé par Culture Action Europe le 25 avril sur jamart.eu. Vous pourrez trouver plus d'informations à cet égard dans le texte de présentation de ce podcast. Nous vous remercions tous et toutes pour nous avoir suivis et n'oubliez pas d'écouter d'autres épisodes de cette série et de la partager avec vos amis et vos collègues.